démarrer notre webinaire. Je donne bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosemary Martins, secrétaire générale de la Chambre de commerce du Brésil en France. Et c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette réunion organisée par la Chambre de commerce, le CCBF au féminin, qui, comme le dit déjà son nom, est le groupe de femmes associées à la Chambre. CCBF féminin a été créé en 2016 avec le but d'animer et développer les réseaux de femmes d'affaires franco-brésiliennes, membres aussi de notre association. Et c'est dans cet esprit que nous avons relancé le groupe qui était un peu en sommeil depuis 2019. Tout au long de l'année, nous allons organiser quelques événements sur l'axe du business. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet qui est toujours d'actualité, celui de l'entrepreneuriat féminin, surtout en cette période délicate où beaucoup de femmes du monde entier ont dû s'y réinventer pour améliorer leur revenu familial. Pour cette réunion, nous avons eu l'aimable collaboration de 3 grandes femmes, collègues et également membres de la Chambre de commerce, Valéria Moreira, de l'agence Me Voilà, qui fait un excellent travail de conseil et gestion aux expatriés lusophones et francophones. Elle va nous parler justement sur le thème de cet après-midi, l'entrepreneuriat féminin. Suivie par Juliana Oliveira, directrice de communication et marketing de la société Brapago, avec le thème reconversion professionnelle, l'adaptation et la résilience. Et on finalise avec Bruna Barrio, CEO de la société B-Staff, avec le thème Les tendances réseaux sociaux pour 2021. Donc, je passe la parole à Valéria et je vous souhaite un excellent webinaire. On va laisser quand même toutes les questions et réponses à la fin. Merci beaucoup et merci de maintenir, s'il vous plaît, le microphone en attente pour ne pas faire des échos. Merci beaucoup. Oui, bon, bah, merci à toi, Rose, merci à la CCBF. Le plaisir, il est tout pour moi d'être là et de pouvoir partager mon expérience, parler aux femmes et même peut-être il y a des hommes aussi qui nous regardent. Alors, là, dans mon premier slide, on dit que quand les femmes se soutiennent entre elles, des choses incroyables arrivent. Et franchement, nous avons la preuve, c'est ce webinaire d'aujourd'hui, que c'est le travail des 3 femmes plus la CCBF et que nous avons se entraidé en préparant tout ça pour vous. Alors, je m'excuse, je ne sais pas du tout si ça marche. J'espère que si. Je vais commencer pour ma petite présentation. Beaucoup de personnes veulent savoir qui est Valéria Moreira. Et l'idée ici, c'est de commencer de parler de l'entrepreneuriat en donnant mon propre témoignage. D'accord? Donc, je suis brésilienne, j'ai 46 ans, je suis en France depuis mai 2007 et c'était vraiment un grand changement de vie, de culture. Et surtout, un changement que j'ai dit même que c'est un changement radical parce qu'au Brésil, j'étais une vraie workaholic qui travaillait vraiment tout le temps. Et en venant en France, sans parler le français, j'ai dû d'abord m'adapter et devenir mère au foyer, chose que je n'étais pas du tout prête à l'être. Et j'avais déjà à cette époque 3 enfants. Donc, évidemment, c'était une expérience très enrichissante, mais comme j'ai écrit, ça ne suffisait pas pour tout ce qui était l'accomplissement personnel et professionnel. Et là, je fais un petit résumé pour vous. Au sujet de comment ça se passait, cette transformation en partant de mère au foyer en France pour, je ne peux pas dire encore chef d'entreprise, c'est encore un gros mot, mais pour l'entrepreneuriat. Donc, en 2009, j'ai suivi une formation chez AFPA
Cette formation, elle était très intensive. C'était une formation de plus de 900 heures, si je ne me trompe pas. Et elle avait un titre, de responsable de centre de résultats. En réalité, le but, c'était de valider plutôt mes acquis que j'ai eu au Brésil et comme ça, entrer dans la façon française de travailler et de mélanger cette expérience du Brésil avec la France. Il se trouve qu'au beau milieu de cette formation qui a duré 9 mois, je suis tombée enceinte de mon 4e enfant. Et évidemment, ça a été un jet d'eau froide parce que j'avais comme but, à la fin de la formation, entrer directement dans le milieu professionnel et c'était impossible parce que j'avais à nouveau un autre enfant. Donc, c'était un moment difficile, mais en même temps, ça m'a permis de me recentrer et du moment de la naissance de ces 4e enfant jusqu'à comme j'ai mis dans cette fraise, c'est comme ça qu'on dit, fraise, je ne sais pas. J'ai développé d'autres choses, j'ai dû revenir à la case départ en étant travaillant dans des boutiques, enfin en faisant des petits travails jusqu'à 2015 où, pardon, le son, elle montre qu'il n'y a plus. Est-ce que quelqu'un peut juste me signaler si le son... Tout est OK, Valéria. Pour vous? Tout est OK, Valéria. Ah, OK. Bon. OK, pardon. Donc, comme je disais, de 2010 jusqu'à début 2015, je faisais d'autres travaux qui ne me plaisaient pas vraiment parce que j'ai toujours eu ce côté plus entreprenant et de vouloir créer quelque chose par moi-même. Et donc, c'était le temps d'apprentissage. Et finalement, en 2015, pour ceux qui peut-être connaissent, j'ai créé la Maisonnette de Valéria. La Maisonnette de Valéria était un e-commerce de produits brésiliens. Je peux vous dire que le travail des importations, c'est quelque chose de très difficile qui demande beaucoup d'apprentissage, demande beaucoup de connaissances avec la douane, etc. Et je faisais ce e-commerce aussi à travers des expositions, qui soient dans des comités d'entreprise, qui soient dans les salons. J'ai réalisé 4 salons très importants à Porte de Versailles, au parc d'exposition. Et j'avais vraiment un grand plaisir de travailler et de développer la Maisonnette de Valéria. Mais pour des X raisons, malheureusement, j'ai dû fermer cette société en 2018. Moi qui croyais avoir touché le fond, je peux vous dire qu'avec cette fermeture, ça a été encore pire. D'ailleurs, là, peut-être qu'après, je vais pouvoir vous montrer, parce que là, il y a les slides, mais j'ai créé une sorte d'archive où j'ai mis toutes les relances d'appels de factures qu'il fallait payer, et que ça fait à peu près ça, 3 cm, 4 cm de documents, d'un moment qui a été vraiment très, très, très difficile. Et pourtant, j'ai réussi à rebondir. Si je parle aujourd'hui pour vous de cette partie, c'est pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas un mer de roses. Ça ne va pas tout le temps fleurir. Il y a des moments difficiles où cette mer, elle est bien agitée, mais quand on vous tient à votre rêve, à vos envies, vous pouvez rebondir et aller au-delà. Donc, en passant cette période donc difficile qui était vraiment noire,
en 2019, il y a eu ces rebondissements où j'ai décidé de transformer en travail quelque chose que je faisais déjà de façon comme bénévole, d'accord? J'aidais déjà plusieurs personnes de la communauté brésilienne et j'ai décidé du coup de transformer cette expertise en un cabinet de conseil et gestion et qui a comme cible surtout l'expatrié et des immigrés brésiliens. C'est important de savoir que les services que je propose, ils ont un caractère administratif. OK? Donc, je suis très contente de dire que depuis ce temps, l'agence Mevala a déjà accompagné plus de 1200, il a fait déjà plus de 1200 prestations. Alors, que dois-je faire pour devenir entrepreneur, entrepreneuse, un nom qu'on va inventer, et comme l'agence Me Voilà, réaliser mon rêve professionnel. Alors, on va entrer dans le bain, on va maintenant parler justement de cet entrepreneuriat et je vous propose de commencer par un petit questionnaire. Ne vous inquiétez pas, si peut-être je parle un peu plus rapide, nous avons enregistré et vous allez regarder ça plus calmement après. Alors, comment je fais pour changer de page? Là, ici. Les questions. Bon. Je me suis dit, qu'est-ce que vraiment une personne pour entreprendre, elle doit faire pour démarrer son projet? Ce n'est pas juste avoir une idée, ce n'est pas juste avoir du capital. Il faut vraiment se poser ces questions-là pour savoir si c'est le moment d'entreprendre. Donc, la première, c'est est-ce que je me sens vraiment prête à me lancer? J'ai reçu plusieurs demandes où la personne elle vient en disant qu'elle a déjà une idée très précise, qu'elle a déjà quelque chose même qu'elle a déjà essayé, expérimenté et que ça va marcher. Mais quand on pose des questions sur les contraintes et tout ce qui va avec, la personne, elle est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Et pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas préparée et n'a pas fait une analyse sur, par exemple, ça nous emmène à la deuxième question, quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. C'est important de le reconnaître, hein, de savoir où est ma force et où est ma faiblesse. Une autre question, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Ou améliorer, comment améliorer ces compétences ou tout simplement les apprendre, parce que c'est aussi possible de les apprendre. Vous pouvez avoir un beau projet, mais qui manque certaines parties et que vous pouvez très bien suivre une formation pour améliorer et faire un bon travail. Une question extrêmement importante. Quelles sont les réglementations pour cette activité? Surtout en France, où n'importe quelle activité va demander toujours une préparation, des fois des formations reconnues par l'État, d'autres, il faut une forte expérience. Enfin, il faut se poser des questions, que j'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, hein, poser des questions, il faut que je change. Et vérifier comment être en règle avec ces demandes-là. Savoir, par exemple, si mon entourage, elle approuve mon projet. Des fois, on sait, l'idée, elle est très bonne, mais aucune personne nous soutienne. Des fois, c'est parce que c'est eux qui ont tort, mais c'est important aussi de se mettre, de réviser et vérifier s'il y a une raison pour que tout le monde te dise non, d'accord? C'est ne pas pour arrêter, c'est ne pas pour laisser le projet de côté, mais plutôt pour le revoir.
Pardon, j'ai déjà la bouche sèche. Ensuite, là, savoir par exemple si le marché est réceptif à ma proposition de produits et services. Et tout cela en analysant le contexte actuel. Nous savons depuis maintenant un an, avec la crise sanitaire, plusieurs choses ont changé dans la façon de communiquer, dans la façon de travailler, de vendre, de se relationner. Donc, c'est important de vérifier si ton projet qui a été dessiné peut-être il y a 2 ans, s'il est toujours valable dans les conditions actuelles ou s'il faut s'adapter. Quel modèle économique adopter? Bon, quand parle de modèle économique, on veut savoir surtout, c'est un résumé de mes forces, mes faiblesses, un résumé des opportunités et menaces. Ah, message, connexion instable. Je continue? Tu peux continuer, Valéria. Oui, d'accord. J'espère que tout le monde a vu le même message. Donc, de vérifier qui est ma cible, qui est ma concurrence. Enfin, analysez bien quel est mon modèle économique. Quel prix et pour quel bénéfice? Les gens ne se rendent pas compte, mais quand des fois on parle de chiffre d'affaires d'une société qui a eu plus de 1 million en très peu de temps, et on dit waouh, c'est beaucoup, mais on ne sait rien parce que tout dépend de combien elle a de dépenses et combien finalement elle a de bénéfices. Donc juste regarder un chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour déterminer ou pour savoir si cette idée elle est bonne, si cette société elle marche bien, d'accord? Donc c'est important avant même de démarrer, de savoir quel prix vous allez pratiquer en prenant en compte toutes les dépenses liées à ce produit-service et en parallèle savoir Cortou, tá cortando tua voz. Bénéfice par rapport à ce prix. Je serais obligé d'investir, même si à un moment donné, il va falloir mettre quelque chose. Internet. Valéria cortou uma parte do que você falou. Você saberia dizer em qual momento eu tenho que voltar? Um minutinho, meio minuto antes. Não. Não? Não, continua, Valéria, continua. Oh my God! Continua, porque... Quand j'ai parlé ok, bon, je vais continuer. Donc, quels seront les coûts fixes? Ça revient à la question précédente. Et quel sera l'impact sur les impôts de mon foyer? Parce qu'une fois que vous commencez à travailler en tant qu'entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur ou non peu importe les statuts de la société, il y aura évidemment un impact sur les impôts du foyer. Ça bloque. Une fois répondu sincèrement à toutes ces questions, vous pouvez passer donc à l'étape suivante en se disant, bon, je suis prête. Dans ce cas-là,
je fonce sur mon projet, je contacte les organismes concernant pour démarrer mon activité. Non? Oui, pour... Alors, ça, ok. Peut-être, mais je dois d'abord combler quelques lacunes. Dans ce cas-là, je vérifie où me former, quels organismes peuvent m'accompagner et m'aider à avancer dans mon projet. Ou simplement, je vois que ce n'est pas du tout pour moi l'entrepreneuriat. Il ne me convient pas, au moins en ce moment. Et dans ce cas-là, je laisse mon projet dans un petit tiroir et je reviens quand le moment sera plus favorable. Les top 5 de ceux qui motivent les femmes à entreprendre. Le premier, c'est l'indépendance. Ensuite, tout simplement le goût pour l'entrepreneuriat. Une opportunité de création. Elle voit qu'il y a quelque chose en ce moment très intéressant et elle profite donc de cette occasion. L'augmentation des revenus potentiels. Petite précision, à ce qui concerne une micro-entreprise, l'avantage, c'est que la personne peut garder un emploi et cela n'empêchera pas d'avoir la micro-entreprise, donc d'augmenter ses revenus. Ou elle peut être tout simplement séduite pour une idée d'un produit ou service. Être femme, ce n'est pas quelque chose de facile dans le monde du business parce que il y aura toujours la concurrence avec la gente masculine. Et on sait que c'est des fois un peu difficile. Mais en France, il y a 3 principaux secteurs de la création d'entreprises faites par les femmes. 29% des créations sont liées à des professions libérales, dans le conseil par exemple. Il y a 25% dans le service en particulier, soins, beauté, nettoyage, photographie. Et dans le commerce, 20% qui vont choisir plutôt cette voie-là. D'accord? J'ai mis des photos des personnes, des femmes que je connais bien. L'entrepreneuriat féminin, il représente en France 36% des entrepreneurs. Par rapport à la Mévoila, je suis plutôt en 60% de femmes. 40% des entreprises individuelles, ça c'est intéressant aussi. 10% des entreprises, un mot très difficile, innovantes ou de la technologie. 73%, ça c'est un chiffre intéressant, 60% de ces entreprises-là, elles sont toujours en activité après 3 ans d'existence. Donc là, c'est énorme hein, si on compare à les autres 27% qui concernent les hommes. Et enfin, un tiers de ces entreprises-là ont été créées avec seulement 4 000 €. Cette partie-là, je vais parler rapidement. C'est en réalité des financements ou des organismes qui peuvent accompagner les femmes, qui sont vraiment dédiés aux femmes entrepreneurs et que vous pouvez après chercher pour lire avec plus d'attention. Vous connaissez peut-être déjà les réseaux de Business Angels qui accompagnent des projets un peu plus pointus. Il y a l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin qui peut aider pendant 2 ans, qui peut regarder le projet et aider la femme à le développer. Il
y a un réseau d'incubateurs. Incubateur, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, incubateur ou pépinière, c'est des locaux dédiés à, le nom il dit, incuber, de tester une idée, tester un service. Et pendant un certain temps, au lieu d'avoir un local et d'avoir des frais, etc., vous restez donc dans cet incubateur, dans cette pépinière, et vous testez du coup votre produit, service pendant 1 an jusqu'à qu'il soit plus mature et vous puissiez donc se lancer. Il y a un autre réseau pour l'entrepreneuriat numérique, c'est le Girls in Web. Le Start Her, qui c'est aussi lié à des services dans la technologie. Le fonds de garantie à l'initiative de femmes, ça, c'est pas tout le monde qui le connaît. C'est très intéressant parce qu'à partir du moment où votre projet il a été validé par la BPI, par exemple, ou un autre réseau, et que vous demandez un prêt auprès de la banque, le fonds de garantie, donc le FIGIF, il va justement vous aider en étant garant de votre projet, et du coup, 80% de la somme que vous avez à demander à la banque seront quelque sorte protégées par le FIGIF. Pardon, je reviens. Donc, le dernier, c'est la Racine, qui aussi propose un accompagnement pendant 2 ans. Et je ne pouvais pas laisser de parler de l'agence Me Voilà, qui offre un service d'accompagnement et de création uniquement pour les micro-entreprises. J'ai choisi 3 citations que je trouvais très, très pertinentes pour ce webinaire. Le plus grand de tous les risques est de ne pas en prendre. Donc, des fois, on se pose trop de questions, même si là, je vais proposer 18. Là, on se pose trop de questions et on ne fait rien. Donc, il y a un moment donné où il faut se lancer, il faut démarrer et, à fur et à mesure, améliorer votre travail, votre service, votre produit. Mais commencez, c'est déjà le plus important. Une autre phrase, c'est « Il n'existe pas d'échec. L'échec est juste la vie qui essaye de nous déplacer dans une autre direction. » Donc, des fois, l'échec, il nous sert justement à rebondir. Il nous sert à montrer une autre direction, à montrer que, oui, nous avons raté quelque chose, mais cela peut servir comme expérience pour avancer et aller au-delà de nos expectatives. Et enfin, vous devez faire ce dont vous rêvez, et ce même lorsque vous avez peur. Oui, être entrepreneuse fait peur. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de contraintes pour les femmes, parce que nous avons le travail, mais nous avons également la vie de famille, nous avons d'autres choses à faire. Et des fois, ça peut nous bloquer. Mais croyez en vous, croyez à vos rêves et avancez. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. J'ai essayé de ne pas parler trop vite. Alors, comment je fais? Je vais arrêter. Hop. Oui, j'ai arrêté là. Merci Valéria, merci. Bon, il y a eu un petit problème technique, mais ça va. Tu as réussi à rattraper. Bon, maintenant on continue avec ma chère Julienne. Je partage mon écran. Oui. À toi la parole.
Merci, Rose. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Rose, d'organiser cet événement, d'organiser toutes ces conférences pendant ce mois de mars, qui est très important pour nous, les femmes. Je suis très ravie d'être avec vous et de partager mon expérience, mon histoire. Je vais parler de résilience et ce que Valéria nous a expliqué, c'était hyper intéressant, très instructif. Merci beaucoup, Valéria. De mon côté, j'ai choisi de parler de l'adaptation et la résilience. Et qu'est-ce que c'est être résilient? C'est aller vers un nouveau développement, malgré les difficultés, malgré la peur, malgré les défis. Et aujourd'hui, nous faisons tous preuve de résilience. À cause du confinement, de la pandémie, nous sommes tous très résilients. Et je connais la résilience depuis longtemps. En préparant cette conférence, pour partager mon parcours, j'ai fait un bilan de mon parcours du début jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de voir ces parcours. On va les voir ensemble. Ça va parler un peu de mon côté aussi, de mon histoire personnelle, mais c'est important parce que tous les aspects, ça va montrer, bon, qu'est-ce que je suis devenue et qu'est-ce que je vais devenir plus tard aussi. Ça peut donner des idées et j'espère que mon histoire va vous inspirer aussi. Alors, partons ensemble dans ce schéma. Alors, je viens de très loin parce que je suis née à Paraíba do Sul. C'est une petite ville dans la vallée du Café, dans l'état de Rio de Janeiro. Et dans un quartier défavorisé, j'ai été scolarisée à l'école publique. Pendant toute ma scolarisation, c'était dans une école publique. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer une école privée, mais c'était une école de très bonne qualité. Du coup, c'était une bonne formation. Et c'est que dans cette ville, il n'y avait pas de possibilité de formation, il n'y avait pas une université ou d'autres opportunités de formation, mais quand même, on avait des institutions formatrices, comme Valéria a parlé des organismes de formation ici en France. Au Brésil, on peut aussi compter sur les SEBRAE, sur les SESI, SENAC, FAETEC. Et pendant mon adolescence, j'ai fait plusieurs formations dans ces organismes. À l'époque, je n'avais pas un projet d'entreprendre, j'étais très jeune, mais quand même, ça m'a aidé. C'était des connaissances que je peux garder dans un tiroir que après, je peux utiliser dans la vie professionnelle. Mais j'ai appris aussi énormément avec mes parents, parce que ma mère, elle faisait de l'artisanat et mon père, il était maçon. Et ma mère, elle brodait, elle faisait des tapis, des coussins pour vendre dans des marchés locaux. Et je faisais avec elle. Et je vendais aussi des choses à mes camarades de l'école, aux professeurs. Et voilà, c'était déjà un petit goût pour entreprendre, né, pour me mettre dans les bains. Et ces formations de Sebrae, c'était comment vendre un produit, comment gérer une entreprise. À l'époque, ça ne faisait pas beaucoup de sens. Quand on a 15 ans, on ne pense pas forcément à ce sujet-là. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi pour ce genre de choses, les marchés. Et le Sebrae, il avait un programme de soutien aux artisans de la région, parce que comme c'est la région du café, des fazendas, il avait des événements organisés dans ce genre de situations. Et Sebrae, il soutenait beaucoup aux entrepreneurs. Et du coup, je pense que c'est juste important de montrer ces différents organismes de formation dont j'étais déjà curieuse. Et je savais que pour changer ma situation sociale, il fallait être appliqué à l'école. L'unique chemin pour réussir, pour moi, c'était d'étudier. Et j'étais vraiment convaincue qu'il fallait bien travailler pour réussir une place, parce que j'avais comme rêve d'aller à l'université. C'était pas évident dans mon domaine, dans ma famille, dans mon entourage. On n'allait pas à l'université. En plus, l'université publique, il y avait beaucoup de concurrence.
Et j'ai choisi un cours qui n'avait pas beaucoup de concurrence parce que j'ai fait une licence en art plastique, mais c'était déjà un grand défi de pouvoir réussir. Et pendant ce temps-là, bon, j'ai fait l'université très rapidement pour pouvoir... J'avais pas de talent particulier au niveau des arts plastiques. J'aimais l'artisanat. Et en étant à l'université, j'ai découvert que l'artisanat, c'était pas de l'art. Et bon, c'était encore une autre histoire. Mais j'avais pas de talent particulier au niveau du théâtre, au cinéma, ou la peinture, les sculptures. Et je me suis dit qu'il fallait trouver un chemin sûr et stable. Et j'ai commencé à passer au concours pour devenir enseignante. Parce que là, la fonction publique, c'est quelque chose de stable, c'est sécure. Et voilà, c'était mon chemin, la façon que j'ai trouvé de pouvoir être indépendante assez rapidement. Et j'ai passé plusieurs concours et par coïncidence, je suis retournée à ma ville natale pour donner des cours aux classes des écoles municipales et aussi étatales. Et c'était aussi, après, j'ai découvert que je pourrais créer des projets avec les enfants. Mon idée, c'était de les sensibiliser à l'art, de donner des cours de l'histoire de l'art et aussi d'avoir un autre regard sur la ville et de voir des choses qui se passaient aussi qui étaient intéressantes au niveau local. Et j'ai créé des projets, on va dire que là, j'ai commencé à faire une gestion des projets de graffiti, et des projets d'artisanat, et qu'on faisait à long terme ou même à court terme avec les classes. J'avais à peu près 500 élèves à ce moment-là. Bon, c'était un travail très intense, très prenant. J'aimais beaucoup mes élèves, mais j'étais vraiment très fatiguée. Moi qui, toujours, j'ai beaucoup aimé me former, apprendre de nouvelles choses. Au moment que j'étais enseignante, j'avais plus le temps. Et quand même, j'ai réussi, pendant les vacances, de faire une formation à l'Université de Ouro Preto, une formation en culture et art baroque. Et pendant les vacances, c'était des cours assez courts et qui étaient très valorisés pour la fonction publique parce qu'on avait un salaire plus intéressant une fois qu'on avait plus de formation. Et j'ai découvert, avec des échanges à Ouro Preto, parce qu'il y avait des gens du Brésil entier qui venaient pour faire ce genre de spécialisation, j'ai rencontré pas mal de gens. Et ces connexions m'ont montré aussi d'autres univers, hein, qu'on pourrait voyager, qu'on pourrait aller au-delà des frontières brésiliennes. Je n'étais jamais partie du Brésil jusqu'à là. Et je commençais à rêver de venir en France, parce qu'à l'université, ce qui était bien, on avait des cours de langue. J'étudiais le français, l'italien, l'espagnol. C'était génial, c'était très riche. J'ai voulu la finir vite pour continuer mon chemin, mais ça m'a permis aussi d'apprendre une nouvelle langue. J'ai juste pris une formation assez rapidement à l'Alliance française de Botafogo pour pouvoir être prête pour arriver ici. Et pour cela, j'ai découvert les programmes au pair, Jeune Fille au pair. À ce moment-là, j'avais déjà 26 ans, je n'étais pas si jeune que ça, et j'avais déjà une carrière assez stable au Brésil au niveau de l'enseignement. Et j'ai tout arrêté. J'ai demandé un visa auprès de Campus France, parce que ce visa, c'est un visa étudiant, né, qu'on vient, on peut étudier et aussi travailler 20 heures par semaine. Et j'ai tout arrêté. J'ai demandé un congé sans solde à mes employeurs. Et je suis venue en France en 2010. Et là, ça commence une nouvelle histoire, parce que l'adaptation et la résilience, elle est là aussi. Le fait d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre, d'être, de se communiquer, les formules de politesse, comment on écrit, comment on réfléchit. Et ça a été un défi énorme. Je pense qu'on est tous passés par là, nous Brésiliens qui sommes ici. Mais j'ai été quand même accueillie dans une famille ce qui m'a donné un certain confort. Et j'avais un contact avec les enfants, parce que c'est ça, quand on est jeune fille au père, on s'occupe des enfants, on a notre temps d'études. Et
Et c'est très bien pour connaître vraiment comment ça fonctionne la vie ici. Mais mon objectif était vraiment de faire un master, parce qu'en fait, je voudrais faire un master et retourner au Brésil pour continuer mon travail en tant qu'enseignante, mais et aussi après aller au niveau supérieur, dans la carrière d'enseignement supérieur. Du coup, c'était clair, j'ai bien dessiné mes projets, j'avais un objectif, parfois j'étais quand même très obstinée pour l'avoir. J'ai réussi à arriver à l'école du Louvre pour mon master et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, que je suis née à Paraíba do Sul, dans un quartier qui n'avait rien du tout, et d'un coup, je suis à l'école du Louvre, et c'est pas que ça, mais c'est toutes les expériences que ça m'a permis de vivre, tous les stages, les contacts, et enfin, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, très difficile, très intense, parce que les cours, ils étaient assez prenants, c'était des cours dans un auditorium avec 400 élèves, et on étudiait l'administration, les droits des sujets qui, jusqu'à maintenant, ne m'intéressaient pas vraiment. Et je pensais que j'allais faire de l'art, que j'allais me balader au Louvre et voir comment ça se passe, les médiations, l'histoire de l'art, mais on était beaucoup plus, le cours était beaucoup plus approfondi, c'était un cours intense. Et avec les stages, parce que je fais des stages au Musée des années 30, un stage au Musée des ATP, qui n'existe plus, et que ça sera bientôt la maison de... le Musée des ATP, il avait la collection du Mucène. Et on a fait du recollement, j'ai travaillé dans le recollement. Pour les musées des années 30, c'était la médiation autour de l'œuvre de Paul Landowski, que c'est l'artiste qui a fait le projet du Christ Rédempteur. Et j'étais aussi dans une galerie d'art. J'ai enchaîné les stages l'un après l'autre parce que le but, c'était de me former, d'apprendre, de découvrir comment ça fonctionne dans tous ces aspects, un musée, une galerie. Et mon dernier stage, c'était au Centre Pompidou et à la Cité de l'Architecture pour faire mon mémoire de fin de cours. Et c'était aussi enrichissant. J'ai travaillé dans les services de public pour voir les programmations pour les enfants, pour comparer comment ça se passait au Centre Pompidou et à la Cité de l'Architecture. C'était un moment vraiment intense. Et l'école du Louvre, elle est quand même formidable parce qu'elle nous soutient, elle nous donne toutes les possibilités de réussir. Il y a un programme de parrainage des élèves qui vont parrainer des élèves qui sont étrangers, qui vont les aider, vont donner des conseils. Et il y a aussi un programme d'échange. Et j'ai réussi une place pour faire un programme d'échange au Canada avec une bourse de l'école pour travailler et aussi avoir des cours dans un séminaire de muséologie canadienne. Et ça, c'était quand même... J'étais au Brésil, j'arrive en France et du coup, je me vois au Canada. C'était incroyable, une expérience enrichissante aussi. Et dans ce temps-là, je rencontre M. Haïti, encore en France, avant de partir au Canada, qui m'a invité à participer à son projet du Centre culturel du Brésil. Il m'a invité d'être une stagiaire pour faire une recherche sur le Centre culturel du Brésil, le Centre culturel étranger à Paris. Et je fais cette recherche. J'ai découvert qu'il y avait plus de 70 centres culturels étrangers à Paris. Et après cela, je suis partie au Canada pour faire cet échange. Et en revenant en France, en 2014, je devrais choisir entre retourner au Brésil, reprendre mon travail, demander une exonération et continuer ici. J'ai décidé de rester. J'avais un compagnon et ma vie était quand même ici. Et je commençais à travailler en tant qu'assistante assistante de direction chez Aerofed France, avec M. Haïti. Et là, ça commence une nouvelle histoire, parce que dans cette même année,
j'ai créé l'association avec Daniel Cardoso, association du Centre culturel, et là, j'ai pu organiser plusieurs événements culturels et artistiques pour promouvoir l'art et la culture du Brésil ici. Et aussi découvrir comment ça fonctionne une association. Il y a plusieurs musées qui sont associatifs aussi. Et c'est de la gestion, c'est de l'administration, c'est créer un budget professionnel, c'est faire de la communication. Et j'ai fait aussi créer des partenariats. Et c'est une forme d'entreprendre au final. Il n'a pas un but lucratif, mais il y a beaucoup de travail avec des membres, avec des volontaires, des bénévoles qui ont toujours soutenu l'association. Et j'étais là devant pour bien mener les projets. Et on a participé, tous les ans, on a participé à la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et on a eu aussi un projet qui a été retenu par l'UNESCO. C'est une exposition d'une artiste brésilienne qui s'appelle Leila Danziger. L'exposition s'appelle Banzo. Et on a eu les soutiens de l'UNESCO pour la route de l'esclave. Et c'est un travail de titan. C'est immense comme travail, c'est une ambition, une audace énorme, mais qui m'a appris énormément, qui m'a formé pour pouvoir continuer à entreprendre et à créer des projets. Et ça aussi, il y avait un lien très fort avec ma formation et mon goût pour les espaces culturels. En même temps, ça, c'était en parallèle. L'assistante de direction, c'était à mi-temps. L'association à temps complet dans le sens que c'était comme un bébé pour moi. J'ai travaillé tout le temps pour bien mener ce projet. Et il y a un moment, j'ai pu aussi faire la gestion de l'espace Kreuzberg, qui est un endroit magnifique. C'est un bout du Brésil, à Paris, à Montparnasse, un espace incroyable avec une collection de l'artiste qui est merveilleuse. Et j'ai pu, pendant 2 ans presque, travailler et mener la programmation de cet espace. Et ça a été un très bon mariage avec le Centre culturel. On a fait plein de choses ensemble. Et c'était un très beau voyage. À la fin, comme j'étais déjà enceinte de mon 2e enfant, je me suis arrêtée un petit peu et il fallait que je développe plus mon anglais pour continuer à travailler chez Rofed, qui est une entreprise assez internationale. Je suis partie pour 1 an pour prendre des cours d'anglais. Et ça, avec toute ma famille. Et, entre-temps, j'ai toujours travaillé avec le canal Diversão e Arte. C'est un canal qui a été créé à São Paulo, au Brésil, qui diffuse, qui fait la promotion des artistes au Brésil. Et où j'ai créé, j'ai écrit des textes, j'ai fait des vidéos, des interviews avec des artistes ici. Et sinon, je vais parler des musées, des espaces culturels. Et c'est quelque chose que je fais bénévolement, mais c'est ma passion. Alors, c'est un travail en parallèle à tous les autres projets. Et en revenant en France, en 2020, à la mi-2019, j'ai repris mon poste chez Rofed, qui est l'homologue de Brapago. Brapago est l'entreprise brésilienne. Et dans l'équipe, on était plusieurs qui travaillaient déjà dans l'administration, comme assistant, et il fallait que je trouve ma place. Et comme on avait de nouveaux projets, comme Easy Remessa, Voucher Pay, c'est des projets qui demandent une équipe assez complexe pour les techniques, pour les services clients, mais aussi pour la promotion du service. Et j'ai commencé à développer la communication. Et ça m'a passionnée, parce que là, j'apprends énormément. Il y a des sujets que je ne connaissais pas du tout et que je me forme toute seule, mais j'apprends aussi avec mes collègues. Et on est en train de créer ce service de communication actuellement. Et on a beaucoup de travail, parce qu'il y a tout un travail à faire au niveau du web, pour que ce soit les blogs, les sites,
la promotion des services dans les réseaux sociaux. Et là, je commence à... Ça a commencé déjà, né? Depuis la pandémie, on était en télétravail, on était tout le temps connectés, mais ça devient de plus en plus intéressant et c'est un vrai défi pour moi à partir de maintenant. Et là, je suis à 100%. Là, il n'a pas mis un travail ici ou là. Là, je suis complètement dedans et je suis suivie par une entité qui s'appelle Ela Cresce, qui aide les femmes à se former en tant que gestionnaire. Là, je suis suivie, j'ai fait cette formation qui m'aide beaucoup parce que au niveau de l'éducation, au niveau de la muséologie, j'ai appris énormément, mais là, je dois lidérer, c'est différent. Pour moi, j'ai besoin d'aide et c'est ça que j'ai appris, qu'on ne peut pas avancer tout seul. J'ai eu le soutien en premier de mon patron, bien sûr, de ma famille, mes enfants, mais aussi mes collègues, toute l'équipe. Mais il faut parfois des informations, des contenus très spécifiques que je dois apprendre. Et là, il faut aller plus loin, plus en profondeur. C'est pour ça que ela cresce, m'aide énormément. Je ne sais pas si j'ai parlé si vite, si j'ai parlé trop ou pas beaucoup, mais j'arrive là au bout de mon chemin. J'espère le continuer comme dans la communication ou dans d'autres projets qui viendront. Mais pour moi, c'est en faisant ce bilan, je vois qu'en fait, mon projet au départ, c'était la carrière dans l'enseignement universitaire. Et finalement, je me plais beaucoup ici et dans ce que je fais actuellement. Et peut-être plus tard, quand je serai plus âgée, je reprendrai les côtés recherche, les côtés enseignement. Mais pour l'instant, je suis très contente de faire ce que je fais. Et il y a quelques leçons que je pourrais partager avec vous, des leçons sur le chemin, c'est l'apprentissage continu, c'est se former, parfois c'est même pas des formations certifiantes, mais savoir le goût d'apprendre, de chercher, soit sur Internet, soit dans notre entourage, on a toujours quelque chose à apprendre. Même si ce n'est pas une question d'avoir des diplômes, mes parents ils n'avaient pas de diplôme et j'ai appris énormément avec eux, mais c'est juste être curieux, avoir l'esprit ouvert et saisir les opportunités. Parce que les opportunités, elles arrivent et si on ne les saisit pas, parfois, on ne se rend même pas compte de ce que ça pourrait devenir. Et créer des connexions, parce que c'est ça, depuis le début, c'était les connexions à l'université, au travail, en arrivant ici et à l'association. Ça m'a permis de me connecter avec la communauté brésilienne et créer des connexions au niveau personnel, mais aussi professionnel, pour faire des partenariats. Et pour moi, c'est important aussi de garder l'humilité, d'être humble, mais savoir aussi défendre ses points de vue et ses actions. Parfois, il faut qu'on s'impose, mais tout en étant humble. Ce n'est pas si évident, mais c'est quelque chose que j'apprends toujours. Après, l'important aussi, c'est de savoir partager et communiquer. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, complexe, la communication. On dit quelque chose et on croit qu'on s'est fait comprendre et au final, non. Alors, c'est un exercice quotidien et enfin, on doit valoriser ceux qui sont autour de nous, que ce soit notre équipe, nos partenaires, les gens qui partagent ces chemins avec nous. Alors, je remercie Rose pour cette opportunité, à vous tous de m'écouter, de partager ce moment avec moi. Et je vous laisse mes contacts. Et merci, je sais que mon équipe est là aussi. Merci à vous d'être présents. Et voilà, pour moi, c'est bon. Merci infiniment, Juliane. Je suis émue là, avec tout ton parcours. Valérie aussi.
J'espère que toutes ces informations, l'échange, toutes ces expériences personnelles vont nous motiver de plus en plus. Et j'ai aimé la phrase, il n'y a pas de chemin, le chemin s'y fait en marchant. Et c'est exactement ça. Et on doit quand même être très, très fiers du chemin qu'on a choisi. Et si nous sommes là, on doit vraiment être plus fiers. Et voilà, c'est un exercice à tout le monde de faire votre parcours. On a commencé écrit, comment on a commencé depuis là, jeune, même petite. Et là, on va se sentir bien de voir où nous sommes en ce moment. Bon, merci encore. Et maintenant, on va passer pour la partie un peu plus technique, un moment vraiment de nous aider à comment lancer notre projet, rebondir notre projet. Donc, c'est la partie de Bruna Barrios, qui va s'y présenter et va parler un peu concernant les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, c'est très, très important pour business. Oui, alors je partage mon écran. Bonjour à tous. C'est bon. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler sur tout ce qui est dernière tendance réseaux sociaux. Je vais plus parler du contenu, de l'expérience utilisateur, plus que comment la partie technique en soi, genre tout ce qui est algorithme. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je suis tout à fait disponible. Envoyez-moi un message, un email. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais plus parler de tout ce qui est comportement, les sujets à aborder sur chaque réseau social. On va aussi pouvoir décliner tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est plus de grand public, plus B2C. Pinterest, tout ce qui est plus mode, design, décoration. Après, on a TikTok, Snapchat, qui c'est plus des contenus éphémères et plus focalisés sur un public plus jeune, la génération Z, on va dire ceux qui ont entre 18 et 25 ans actuellement. Et d'un autre côté, nous avons aussi LinkedIn, Twitter, plus pour un public pro, B2B, et les nouveaux réseaux sociaux Clubhouse, qui c'est un réseau social sur l'audio, donc on fait parler, il y a plusieurs rooms différentes et c'est comme des séminaires, mais on ne voit pas la personne, on écoute ce qu'elle dit et on a l'opportunité vraiment de parler à Barack Obama, Xavier Niel, c'est vraiment génial. Si jamais j'utilise des termes, des choses que vous ne connaissez pas, envoyez les messages dans le groupe. Je sais que les questions sont à la fin, mais n'hésitez pas parce que des fois les termes, ça peut arriver que ça vous bloque après pour la suite, donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite, je préparais une petite partie aussi pour me présenter mon entreprise. Donc, Bistaff, pour ceux qui me connaissaient déjà, on était plus dans la communication événementielle. Les Covid est arrivé, boum, on s'est réinventé, un peu comme Julie et moi. Et là, on travaille presque à 100% sur le marketing digital. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du référencement SEO. Si vous avez raté les derniers webinaires, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de la Chambre des commerces. Tout est enregistré, c'était très intéressant, très complet. On fait aussi tout ce qui est Google Ads, Social Ads, donc les publications payantes, la publicité payante. Des campagnes email marketing, donc si on a une base de données, soit on vous la donne, soit on va vous chercher des leads et on va l'envoyer un email vraiment spécifique, focus dans votre cible. Ensuite, on fait aussi la création du contenu et animation des réseaux sociaux. On travaille avec des influenceurs. Et plus récemment, on fait un accompagnement social media et web. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Il ne veut pas déléguer complètement la gestion de ses réseaux sociaux, de son site Internet. Il veut plutôt apprendre lui-même. Et nous, on l'accompagne. On va faire des séances coaching pour qu'il ne soit pas totalement à l'abandon. Vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière lui pour lui apprendre et l'accompagner. Donc voilà pour ce que nous sommes, ce que nous faites actuellement. Ensuite, bon, je pense que 80% de l'audience aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, des personnes qui s'intéressent à ce sujet. Et quand on est entrepreneur, quand on a notre business et on est sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est souvent les mêmes. On
veut du retour, on veut du ROI, retour sur investissement. Les réseaux sociaux, ils représentent du temps et de l'argent, donc forcément, on s'attend à un résultat. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour avoir des résultats plutôt à court terme, mais tout en travaillant pour un résultat long terme. C'est simplement travailler au même temps avec des campagnes payantes et de la création de contenu, on va dire du trafic organique sur les réseaux sociaux. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, voici Nike. Là, c'est pas animé, mais c'est une vidéo. Donc, la couleur, elle va changer. Les entreprises, elles sont de plus en plus inventives, créatives. Ils vont beaucoup donner pour capter l'attention de l'internaute. Aujourd'hui, on a énormément de gens sur les réseaux sociaux, donc il faut vraiment innover, il faut essayer de créer, de continuer à chercher un peu plus. Faut pas s'arrêter à voici nos baskets. Même si on est Nike, il faut être créatif. Alors, si on a une petite entreprise, il faut être encore plus. Et oui. Et là, je pense que c'est une salle des sports, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vend une expérience. Vous voyez, c'est un petit carrousel. Donc, pour voir l'image en entier, il faut swiper à droite. Et là, c'est assez interactif, assez sympa. Et là, finalement, je vous parlerai des 5 tendances que je trouve aujourd'hui vraiment pour les entrepreneurs, les entreprises qui sont sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas passer à côté. Donc, en premier, la nostalgie, l'humour, l'humain, les liens, la micro-communauté, l'essence des responsabilités, tout ce qui est écologie, l'économie locale. Et à la fin, je vais vous donner des petites règles d'or, vraiment des bonnes conduites sur les réseaux sociaux. Donc, pour parler un petit peu plus, la nostalgie. Donc, on va vite comprendre que c'est l'année 2020 qui nous a amenés ici. Donc, à force de ne pas pouvoir partager, être avec des amis, toucher, on est isolé. On est plutôt dans les nuls d'un peu. C'était mieux avant, on n'aime pas ce moment, on voulait revenir en arrière. Donc, il y aura beaucoup de posts un peu TBT. Quand je pouvais aller à la plage, l'été dernier que j'étais en Grèce, des choses comme ça. Et les entreprises, ils vont vraiment profiter de ça. Un petit point là-dessus, vraiment pour les entreprises, avant de travailler sur cet aspect-là, il faut vraiment penser à votre cible. Donc, c'est quoi la nostalgie de ma cible? C'est la génération Z. Enfin, c'est plutôt l'année dernière, c'est des jeunes de 20 ans, donc on va plutôt parler de l'adolescence, des jeux. Là, ils commencent à rentrer dans la vie adulte, donc on parle de leur adolescence. C'est la génération Y, les millennials. Donc, je vais vous donner un exemple juste après. C'est la génération des années 90. Donc, vraiment adapter les sujets et la cible. Là, nous avons des publicités du parfum One Million. Donc là, forcément, ils jouent sur... il va cibler les millennials. Forcément, Pac-Man, ça a fait la génération de beaucoup de gens. Après, on a les petits Marseillais qui jouent aussi beaucoup sur tout ce qui est vintage. Là, on est plus sur... Bon, après, c'est pour tout le monde. Les vintage est carrément à la mode. Mais je dirais qu'on est plus sur les baby boomers, la génération après-guerre, qui a carrément cet aspect, c'était mieux avant. Voilà. Ensuite, l'humour. Forcément, les personnes ils sont chez eux. On a passé par 3 confinements, les couvre-feux, on n'en peut plus. On a besoin de se détendre. On étend la télé, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on a envie de s'amuser, de rigoler. Donc vraiment, économisez pas sur les blagues, les petites anecdotes. Hier, j'étais chez les bouchers, il m'est arrivé un truc. Voilà, si vous avez une boutique, parlez de vos clients, des petites choses qui sont arrivées à vous ou à vos clients. Vraiment, n'hésitez pas à les faire, à faire rigoler votre communauté, parce que c'est ce qu'on a besoin en ce moment, forcément. Là, des petits exemples. Burger King, ils sont vraiment géniaux. Tout ce qui est marketing, ils sont vraiment très, très forts. Et ici, nous avons une grosse tendance même, ça s'appelle les remixing. Donc, on va prendre des petits mèmes comme ça et on va les décliner à notre réalité. Donc, celui-ci, il a été utilisé un millier de fois. On peut l'adapter à presque tous les sujets. Là, on a les podcasts, vous et la grasse matinée. Donc, ouais, il faut se réveiller tôt. Là, c'est forcément quelqu'un qui a un podcast.
et qui fait un petit post sur ses réseaux sociaux. Ça peut être pour le restaurant aussi, on va dire un restaurant de burgers, donc là, les burgers, et ici, la salade verte. Donc, vous voyez, c'est facilement déclinable et on peut utiliser aussi sur nos réseaux sociaux pro. L'humain, les liens. Donc, encore un petit héritage dès l'année dernière. On ne peut plus aller voir nos amis. La proximité, c'est interdit. Les présentiels, c'est interdit. Donc, les personnes, ils cherchent de la proximité. Ils cherchent du contact. Ils cherchent vraiment à se faire entendre, à créer une relation. Donc, comment les marques ils peuvent exploiter ces besoins actuels? Donc, en répondant aux commentaires, les messages privés, vraiment étant réactive et envoyer des messages customisés. On ne va pas envoyer un copier-coller ou un message en mode répondez, envoyez-moi un email, des choses comme ça. C'est vraiment pas cool. C'est surtout pas les moments pour réagir comme ça. Et voilà. Donc, réponse personnalisée. Très important aussi, créer de l'interaction. Donc là, on parle des jeux concours, des défis. Par exemple, si on est dans la mode, envoyez-nous vos looks, on va les reposter. Ou si on est dans la restauration, prenez une photo avec nos plats quand on a du click and collect, etc. Je ne sais pas, mais ça peut être aussi facilement déclinable. N'hésitez pas à s'en servir. Mettez en action vos abonnés pour qu'après, créer une sorte de dialogue avec eux. Vraiment demander les avis. Ça peut être des sujets tout bêtes. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ces titres pour mon article? Et 2 options qui puissent donner leur avis, vraiment participer de votre organisation, s'il y a la place pour ça, bien sûr. Donc, voici 2 exemples. Donc là, on a carrément McDonald's qui essaye d'interagir avec ses abonnés. Donc, ils ont créé un filtre. Et là, c'est une petite séquence. La personne a laissé les filtres. Elle mentionne McDonald's France et McDonald's, il reposte la personne. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. La personne, elle se voit dans les comptes McDonald's. McDonald's, il fait sa pub et il interagit avec sa communauté. Donc, c'est vraiment génial. Et là, je vous ai partagé aussi Netflix France qui... Je ne sais pas s'ils font ça à tous les commentaires parce que c'est quand même dingue, mais ils répondent à plein de commentaires de manière très custom, très personnalisée. Ils répondent vraiment à la personne et ça, c'est très sympa pour créer de la... les clients, forcément, il est très content. Alors, Netflix m'a répondu, en plus, c'est marrant, c'est vraiment sympa. Et les gens, encore une fois, ils ont envie de ça, ils ont besoin de ça. Ils veulent du dialogue, ils veulent savoir qui sont importants, qu'on est là pour eux. Donc, vraiment, il faut s'en servir de ça, il faut explorer ces côtés-là. C'est une super tendance et en plus, ça va améliorer votre service client. C'est vraiment qui est du gagnant-gagnant. Ensuite, nous avons les micro-communautés. Donc, plus que jamais, les personnes ils cherchent de l'appartenance. Donc là, on tourne un petit peu sur tout ce qui est les conséquences du Covid-19. Forcément, les gens ils étaient isolés. Ils ont besoin de démontrer ça. J'appartiens à ces groupes. Je suis là pour échanger, pour trouver des informations qui m'intéressent. Donc, de plus en plus, on voit la force des groupes Facebook, WhatsApp, Slack, Discord, des plateformes de membership. Donc, vraiment, les gens, ils veulent se sentir dans sa tribu. Ça, je suis là, j'appartiens, je vais aider mes peers et on va avancer ensemble. Donc, voilà quelques exemples. On a Marmiton qui tient 3 groupes différents. Donc, vraiment, il a 60 000 membres dans un groupe, 4 000 dans un autre, 225 000 dans un autre. Donc, c'est vraiment énorme. Et là, il est libre à mettre des pubs, à partager ses menus de la semaine, vraiment, et avec des gens qui s'intéressent à leur sujet. Donc, pour les entrepreneurs, soit je vous conseille de créer une communauté, par exemple les Brésiliens qui aiment la mode en France, les marchés immobiliers Paris, des choses comme ça, vraiment ciblées, et essayer de toucher des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions. Si vous n'avez pas forcément envie de créer, ou si vous pensez que ce n'est pas pertinent, qu'il y en a déjà trop des groupes, intégrer d'autres groupes et vraiment essayer d'enrichir la discussion, partager vos points de vue, partager vos exploits, vos tips, vos astuces. Et ça va créer vraiment du lien entre les gens et peut-être potentiellement des clients.
Je pense que là, on arrive presque à la fin. Une grande tendance aussi, c'est la responsabilité, l'engagement de chaque marque. Donc, c'est très important aujourd'hui, surtout pour la génération Z, les plus jeunes. Ils font vraiment attention. Est-ce que cette entreprise est éco-responsable? Est-ce que cet orange vient de France? Oui, c'est vraiment quelque chose qui... Les gens ils font de plus en plus attention, surtout les nouvelles générations. Après, il ne faut pas non plus abuser et dire on est éco-responsable et tous nos produits viennent de Chine. Parce que les gens, tout de suite, ils vont l'apprendre. Alors, on peut tenir un mensonge quelques mois, mais bon, après, les gens, forcément, ils découvrent et ça fait vraiment un bad buzz. Récemment, il y a eu une marque des bijoux qui disait qu'ils fabriquaient en France, alors qu'il n'y a pas du tout. Et c'était juste un carnage sur les réseaux sociaux. Il faut quelque chose vraiment à éviter. En contrepartie, vraiment mettez en valeur les actions que votre entreprise entreprend. Disons qu'on n'est pas écolo, on ne fabrique pas en France, on dépense beaucoup d'eau, mais on a la parité, on est vraiment 50-50, il n'y a pas de différence de salaire. Donc, je vais plutôt mettre en valeur cet aspect-là que de parler de l'écologie. Enfin, on va éviter, on laisse tomber, on parle des choses vraiment qu'on les fait, qui sont bien et qui peuvent mettre notre entreprise en valeur. Donc voilà quelques exemples. H&M, ils ont donné $500,000 à 3 associations qui aident la communauté noire aux États-Unis. Je pense que ça, c'était juste à côté de George Floyd, juste après l'épisode avec George Floyd. Et vraiment, ça a fait un impact, 60 000 likes. Et d'un autre côté, c'est un très beau geste de la marque. Plus récemment aussi, en France, Burger King. Et au lieu de juste partager des choses sur leur entreprise, sur les burgers, etc., ils soutiennent aussi les restaurants de leur ville en France. Donc là, on a une photo d'un restaurant italien, il y a des photos des sushis. Ils vont soutenir les autres commerçants de la ville. Donc c'est vraiment c'est très malin de leur part. C'est aussi sympa pour les restaurants parce qu'ils profitent de leur visibilité. Et les internautes, ils apprécient ça. Ils se disent, voilà, Burger King, c'est très sympa ce qu'ils font. On va acheter plus sur Burger King. Peut-être qu'il pas de manière rationnelle, mais forcément, ça joue un petit peu sur les rationnels. Ça va jouer forcément sur le long terme. Donc voilà, à la fin, les règles d'or, des choses vraiment qui, même si on comprend les tendances, on sait tout ce que les gens veulent entendre en ce moment, il faut savoir un petit peu les techniques. Là, on sait forcément l'algorithme, il est de plus en plus difficile. Il n'y a pas que Instagram, il y a aussi LinkedIn, Facebook. Il commence un peu à se copier. Donc, on va montrer d'abord à une audience très, très petite. Si cette audience-là, elle aime ce que je fais, elle like, elle commente, je vais montrer à une autre audience plus large et ainsi ensuite jusqu'à ce qu'on arrive à viraliser. Et là, c'est génial. Mais en tout cas, pour arriver là, il faut vraiment, point numéro 1, comprendre son audience. Donc, qui sont-ils? Est-ce que c'est la génération Z, Y, Baby Boomers? Je ne sais pas, mais il faut vraiment comprendre qui sont-ils. Créer des points en commun, d'accord? C'est les Brésiliens en France, mais c'est quoi? Quels sont les besoins de tous ces Brésiliens? Les points en commun vraiment avant d'écrire votre planning des publications. Quand on arrive à trouver ces points en commun, c'est là qu'on peut jouer sur une communauté. Voilà. 12e point, c'est la régularité. Donc, on ne va pas poster une semaine et après rester en silence 3 semaines. Forcément, déjà pour la communauté, c'est pas super. Et l'algorithme aussi ne va pas vous mettre en avant. Donc, vraiment, si vous ne postez pas du tout, commencez à faire 1 fois par semaine. Après, on évolue petit à petit, 2 fois, 3 fois, peut-être tous les jours. Vous testez. Il n'y a pas vraiment des règles. Je ne vais pas vous dire il faut poster 3 jours par semaine sur Insta. 2 jours Facebook et 3 stories chacun. Non, il n'y a pas vraiment des règles. Vous testez, vous voyez ce qui marche. Forcément, les plus on poste, les mieux c'est. Les plus on a des chances d'être vu. Mais en tout cas, commencez quelque part 1 fois par semaine, 2 fois et vous adaptez ensuite. Super tendance aussi qu'il faut le faire, il ne faut pas négliger, c'est des vidéos courtes, on va dire des 15 secondes, vraiment des vidéos super courtes. Reels, TikTok, c'est vraiment la règle d'or, quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté.
Encore dans les contenus éphémères, donc tout ce qui est story. On peut faire des stories maintenant aussi sur LinkedIn, sur Twitter. Il y a même des messages éphémères sur Messenger. Vraiment jouer là-dessus, être créatif et toujours veiller sur les statistiques. Donc, quand on a un compte pro, on arrive à voir, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram, d'où viennent nos abonnés, à quelle ère ils sont actifs. Si c'est plutôt des hommes, des femmes, l'âge aussi qu'ils ont, 15, 24 ans, 24, 25, 36 ans. Donc, vraiment, on peut adapter les contenus, on l'étudie et on l'adapte. Et si les stratégies ne marchent pas, il faut vraiment changer très rapidement. On ne va pas prendre 3 mois, on prend plutôt 1 ou 2 semaines, vraiment pour ne pas perdre du temps et arriver à avoir les retours sur l'investissement qu'on cherche tous. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère qu'avec ces tips, vous allez vous faire voir sur la net, vraiment y faire écho sur votre message. Donc merci, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Bruna. Super. Ces conseils sont vraiment conseils d'or. Bon, on arrive quand même au moment final et qui s'est ouvert à les échanges. Si vous avez des questions, si vous voulez quand même parler un peu de vous, donc là, c'est notre moment comment on dit en portugais, bate-papo. Donc, vous pouvez activer votre micro et échanger avec nous ou poser la question directement à Bruna, à Juliana ou à Valéria. Tout le monde est timide. Márcia, et toi? Je pense qu'on a été très clair. Je voudrais... pode falar? Oui, bien sûr. Portugais, français. Comme vous voulez. Non, je crois qu'il y a des français, donc. Ah, d'accord. Donc, je voudrais poser une question à Bruna, parce que j'ai trouvé aussi à Bruna et aussi à Juliana, parce qu'avec Valéria, j'ai échangé quelques jours, j'ai trouvé aussi son schéma super bien. Et Bruna, ta formation, par exemple, tu es arrivée en France et donc tu t'es formée ici, c'est ça? Ou comment s'est passée la création de l'agence, par exemple, ici? Alors, ma formation, c'est un petit peu, il y a un parcours un peu fou. Au Brésil, j'ai fait une licence tourisme. Donc, j'étais assez jeune, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je suis partie sur tourisme. Bon, aucun regret, vraiment. J'ai appris plein de choses. Ça m'a ouvert l'esprit au monde un peu. Ça m'a donné énormément envie de voyager. Donc, je connais beaucoup les différentes cultures. Je sais interagir. Enfin, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Ensuite, en arrivant en France, je fais une licence en LEA, langue étrangère appliquée, donc encore dans cette partie multiculturelle. Et après, un master en marketing digital. Donc, c'est là vraiment pas mal d'études. Encore comme Juliana, j'avais un visa étudiant. Donc, ça me permettait d'étudier et de travailler à la fin. Et pour répondre à ta question, j'ai ouvert l'agence d'abord en statut auto-entrepreneur. Donc, c'est la nouvelle micro-entreprise. Donc, c'est assez facile. On n'a pas besoin de comptable. Rien contre les comptables. Mais c'est super simple. On est vraiment autonome. On peut faire un chiffre d'affaires jusqu'à 80 000 euros, je pense. Et c'est vraiment facile pour commencer. Et tu as combien, dans l'agence, il y a combien de collaborateurs? Les collaborateurs, aujourd'hui, nous sommes 4 personnes. 4 personnes? Oui. Et ils sont français et brésiliens? On n'a pas des Brésiliens, non. C'est assez multiculturel aussi. La plupart, ce sont des personnes nées en France, ouais, c'est des Français. À Paris aussi? Oui, à Paris. Exactement. Vous avez envie de travailler dans le marketing digital? Oui, parce que je suis en train enfin de définir mon projet professionnel, mais le marketing, c'est une chose que j'adore parce que ma formation initiale, c'était dans la communication. J'étais journaliste au Brésil et donc je suis en France depuis la fin de 2013. Et depuis que je suis arrivée ici, dès le début, je voulais travailler avec importation, exportation France-Brésil, Brésil-France, Portugal.
parce que notre atout, je pense que des Brésiliens ici, c'est le portugais. Et donc, j'ai commencé une formation pour avoir un diplôme français en 2016. Et donc, j'ai fait un master dans le domaine de management international des arts de la France. Donc, c'est très large. Donc, on a étudié un peu le mercado luxe en France, par exemple, la bijou, la joaillerie, le vin et les spiritueux, l'industrie culturelle aussi et marketing. Donc, j'ai eu beaucoup de modules de mon cours en marketing. Et maintenant aussi, donc là, j'aimerais aussi travailler avec le marketing des produits aussi. Et le marketing digital, c'est une chose que j'adore. J'ai commencé un cours sur la plateforme Coursera. Je n'ai pas fini, pas encore fini. Et c'est du marketing digital aussi. Et donc, j'ai vu ton agence, j'ai dit, waouh, c'est super bien parce que c'est très créatif. J'aime bien ce côté-là de la créativité. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est indispensable, en fait. C'est indispensable être sur les réseaux sociaux et se faire connaître. C'est indispensable, sinon c'est compliqué. Et je trouve que c'est un marché aussi qui a la tendance, c'est qui grandir, qui s'expandir, c'est élargir, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'étais curieuse pour la formation, parce que maintenant que je cherche pour définir mon projet professionnel, je pensais aussi faire une formation en marketing digital, donc ça m'attirait beaucoup l'attention de ton agence, c'était ça. C'est super, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je ne sais pas si vous êtes en statut en chômage partiel ou en recherche d'emploi, il y a plein de formations gratuites financées par l'OPCO, financées par Pôle emploi, donc vraiment pour ceux qui cherchent à se reconvertir. Vraiment, il y a plein de choses en ce moment. Je pense que Valéria saura mieux vous orienter, mais il y a vraiment plein de formations. Oui, c'est vrai. Il faut que je demande par l'emploi, mais parfois, par exemple, il faut avoir encore le crédit là de CPF. Et mes crédits, c'est déjà fini, donc je ne sais pas si Pôle emploi il peut financer entièrement une formation pour moi. Il y a l'OPCO aussi. L'OPCO, ils peuvent financer aussi, c'est en dehors du CPF. Donc, il y a des choses à voir. Oui, et à voir ça aussi après. Mais merci. Merci. A Valéria, elle est présente, né, Valéria? Valéria. Je suis là. Oui, Valéria. Il y a une question. Quelle serait une stratégie efficace pour attirer des investisseurs afin de renforcer un projet? C'est à Lara qui a posé la question. Oui, j'ai répondu, j'étais là de l'écrire, mais peut-être que cette question peut servir aussi à d'autres personnes. À mon avis, déjà, c'est de faire un bon business plan, d'avoir une étude financière et une étude du marché. Évidemment, ces deux choses-là ne servent à rien si elles sont cachées, si elles restent dans un tiroir. Il faut parler à son entourage, il faut communiquer à sujet de ce projet et sûrement, vous allez trouver des personnes intéressées. Il y a des réseaux spécifiques. Si vous voulez aller directement, c'est-à-dire taper dans les portes des personnes qui sont prêtes à accompagner, à investir. Il y a vraiment plusieurs réseaux qui peuvent accompagner. D'accord, là, je réponds de façon rapide. Alors, ok, oui, c'était bien. Je pense que Lara, elle a eu sa réponse. Je profite, puisque vous m'avez donné la parole. Pendant ma présentation, j'avais dit que dans la période noire, j'ai créé une sorte de document pour parler de cet échec. Et je veux vous montrer parce que je l'avais nommé, est-ce que tout le monde voit ici? Oui. Oui, j'avais nommé l'échec avant le match. Et si vous voyez bien là la date, c'était l'épreuve d'une épreuve en durée de décembre 2017 à avril 2019. Donc tout ça c'est des choses très difficiles que j'ai dû affronter par rapport à ma ancienne société et qui a eu évidemment un impact sur ma vie personnelle et en conséquence professionnelle aussi.
Mais comme j'ai dit dans la couverture, c'était l'échec avant le match. Parce que je crois vraiment, et c'est là une chose que je souhaite partager avec toutes les femmes, toutes les personnes qui nous écoutent, c'est ne restez pas dans votre douleur, mais utilisez votre douleur, vos peurs, vos craintes pour vous booster et aller plus loin. De dire non, je vais pas rester dans le problème, je vais chercher la solution. Il y a des solutions à tout dans ce monde. On n'a pas la solution uniquement pour la mort, parce que quand elle vient, c'est fini. Mais tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, il y a de l'espoir, il y a des choses à faire. Donc, j'espère que ce petit webinaire a servi d'inspiration à vous. De mon côté, je reste à disposition si vous voulez discuter. Et je profite, Rose, pour remercier encore une fois cette opportunité et qui nous fait vraiment très, très, très plaisir. Merci à toi, Valéria, à Bruna, Juliane et à tous qui ont participé de ce webinaire. Et je profite pour inviter à d'autres qui c'est demain à 18h30. On va faire un atelier de vin avec la gastronomie. Donc, on va parler du vin, on va parler quand même d'une dégustation. Il y a une dégustation de vin et chocolat qui même si vous n'avez pas le kit dégustation, c'est pas grave, vous pouvez quand même participer parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc, vous êtes tous invités. Il suffit d'accompagner la Chambre de commerce dans les réseaux sociaux, soit LinkedIn, Instagram, Facebook, qu'il y a l'invitation et que vous pouvez accéder le lien. Donc, j'espère que nous serons nombreuses demain. Merci à tous. Hein. C'était une... Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Sarah Lima. Je voudrais juste poser une question à Bruna. Oui, profite. Par rapport aux réseaux sociaux. Bruna, comment vous voyez un peu les comportements des utilisateurs français? Je ne dis pas de Brésiliens, mais les Français sur les réseaux. Vis-à-vis d'utiliser, d'être présent. Utilisation, exactement. Qu'est-ce qu'ils utilisent plus? Comment, qu'est-ce qu'ils aiment plus en fait? D'accord. Alors, en France, il y a eu un vrai boom l'année dernière. Vraiment, il y a plein de gens. Les gens sont plus actifs en ce moment, alors qu'avant, il y avait un grand écart entre les Brésiliens et les Français. Maintenant, je pense qu'on est presque pareil niveau utilisation. Certes, les Brésiliens ils sont plus faciles à devenir des early adopters, des vrais fans de votre page. Les Français sont un peu plus difficiles. C'est pour ça aussi qu'il faut un peu faire des contenus plus cherchés. Mais en tout cas, Facebook, c'est vraiment les réseaux mères. C'est là où 71% des Français sont présents. Après, on a Instagram. Pour les publics plus jeunes, on a TikTok, Snapchat. Donc, vraiment, savoir où est-ce qu'elle est votre cible et s'accorder là-dessus. Mais en vérité, tous les réseaux sont à prendre. Vraiment, si vous voulez savoir vraiment, c'est lui qui a plus de personnes actives, c'est Facebook. Après, c'est très, très difficile d'avoir vraiment des interactions. Donc, mon astuce que je dis au début, c'est vraiment faire de la publicité payante et nourrir la communauté avec du contenu au même temps. Donc, on va avoir ces deux axes-là. Et ça, c'est vraiment, selon moi, la meilleure façon pour avoir des résultats à court, moyen, long terme. Et vous avez étudié un peu les comportements depuis que WhatsApp a changé ses polices d'utilisation, qui a eu beaucoup de sorties de public français. Je ne suis pas au courant. Franchement, je ne sais pas s'il y a eu un vrai changement. Je dis parce que la plupart de mes clients, ils sont français. J'utilise beaucoup le WhatsApp pour faire la diffusion de mes messages.
Et j'ai aperçu qu'il y a eu beaucoup de Français qui sont partis et surtout immigrés vers Telegram. Telegram. Ah, Donc, à chaque jour, j'ai beaucoup de Français qui accèdent Telegram, en fait. d'accord. Enfin, ok. Je pense qu'une bonne solution pour ça, c'est vraiment de créer un groupe Facebook. Après, je ne sais pas si c'est pour parler des commandes, c'est pour confirmer les commandes, c'est ça? C'est plus Moi, je parle un peu, ouais, je parle un peu de, voilà, de la nourriture, voilà, des repas. Et aussi, je parle dans l'univers entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je demande pour essayer de comprendre un peu plus sur l'univers du français. Parce que les Brésiliens, à chaque fois qu'on fait des animations sur les réseaux, et ça marche toujours bien. Mais c'est de comprendre vraiment voilà, cet esprit français de comment ils vont réagir à des publications. Alors, oui, j'ai l'impression que les Français ils sont plus difficiles à interagir, à liker. Mais encore une fois, l'algorithme il s'est adapté, surtout LinkedIn, aussi Instagram. Il va compter plus les temps que la personne elle passe sur ton post plutôt que les interactions. Parce que c'est très compliqué en réalité d'avoir des interactions, c'est pas donné. Donc, il va compter plus. Si la personne elle a vu votre vidéo, si elle a passé du temps à lire votre post, ça veut dire qu'il est intéressant, qu'il y ait des likes. Donc, des fois, les likes ne sont pas vraiment un paramètre aujourd'hui, c'est plus les reach, les nombres de personnes qui ont vu les posts. Et encore une fois, pour avoir des résultats plus rapidement et concrets vraiment, la publicité payante, c'est ce qui marche le mieux actuellement. D'accord. Et vous pensez qu'il y a combien en moyenne pour un tout petit budget juste pour faire bouger un peu les réseaux sur la communication payante? Alors moi, je recommande un minimum de 5 euros par jour. Et quand on fait la simulation aussi sur Facebook Ads pour être vu sur Facebook et Instagram en même temps, il va vous recommander les budgets, il va vous donner les budgets recommandés. Donc souvent, il va vous donner 3 tranches, donc 5 euros par jour, 7 euros par jour et 10 euros par jour. Et là, en fonction du nombre de personnes qui vous voulez montrer les posts, la publicité, vous choisissez votre budget. Mais vraiment attention à paramétrer l'audience, vraiment où est-ce qu'ils sont, pour ne pas cibler des gens qui sont au Brésil alors que la publicité est pour la France. Parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup. J'arrive sur des nouveaux clients et je vois que c'est en compte des dentistes et ils sont en train de cibler tout et n'importe quoi. Je vois des rappeurs, je vois des danseuses du hip-hop, je ne sais pas d'où ça vient, ça n'a quelque chose à voir à ce compte-là. Il faut vraiment faire attention à bien paramétrer et peut-être passer par une agence. Nous, on fait ça. Parce que des fois, on se dit, bon, je n'ai pas trop les budgets. Mais par exemple, ces clientes qui faisaient ça, ils ont dépensé 10 euros par jour, c'est-à-dire dans un mois 300 euros. Et forcément, l'argent, ça n'a servi à rien. Donc, des fois, il vaut mieux passer par un professionnel ou au moins prendre des séances coaching, être bien accompagné et pas jeter l'argent comme ça. Vraiment savoir là où on investit et être sûr. Merci voilà. Pour les réponses. Avec plaisir. Excusez-moi les filles, bonjour, je me permets vite fait d'intervenir. Et en fait, la question de Sarah, c'est tout à fait pertinente parce que moi aussi, je travaille avec ma marque sur Instagram, sur les réseaux et parfois on se dit, mais on met du contenu récurrent, on essaie de échanger avec la communauté, mais en faisant la comparaison, on se rend compte que les Brésiliens et les Français, c'est pas du tout le même public. Donc, Sarah, ne t'inquiète pas si tu fais des pubs, si tu fais du contenu qui n'a pas beaucoup de retours, c'est que justement, il faut vraiment travailler pour construire sa cible, sa communauté, et que ça va venir avec le temps. Donc, je me permets juste de faire ces petits points comme ça pour te rassurer. Et encore une fois, la création de la communauté, vraiment essayer de trouver les points en commun entre ces personnes-là. On va regarder les statistiques, on a plus de personnes à 30 ans, plus des femmes. Donc vraiment essayer de trouver quel est l'intérêt en commun de ces gens-là. Et comme ça, on arrive plus à trouver leur bonheur, à trouver les sujets qui les intéressent. Après, encore une fois, l'algorithme, il est très compliqué en ce moment. Ils veulent vraiment nous faire payer.
Donc, il va montrer vraiment une toute petite partie de votre communauté. Donc, c'est vraiment pas vu, c'est vraiment pas votre contenu. C'est souvent l'algorithme il faut vraiment, il nous pousse de plus en plus à faire de la publicité payante. Après, encore une fois, c'est assez rentable. Les clients, les résultats qu'on voit de nos clients, ils sont plutôt satisfaits. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et une petite tips, si jamais vous faites sous les comptes entreprises surtout, quand on a beaucoup de textes sur l'image, Instagram il va montrer à encore moins de monde parce qu'il va voir que c'est une publicité un peu. Donc vraiment focus sur l'image et éviter les textes dans les images Instagram. Ça peut jouer aussi encore plus plomber la visibilité. Bon, super. Il y a encore des questions? Profite, hein, on donne 5 minutes finales, sinon on ferme déjà. Et Rose. Oui. Voilà. Donc, je suis traiteur brésilien. Depuis 2012, j'ai ouvert mon entreprise et j'ai profité un peu, j'ai fait une migration de la... Pardon, c'est parce que je cuisine en même temps que je parle. Mais au Brésil, j'étais chargée de projets dans l'organisation événementielle. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je pouvais faire dans mes conditions qui n'étaient pas si évidentes administrativement. Et puis, je me suis convertie en cuisine, que c'était quelque chose que je faisais bien et qui j'aimais bien. Et qu'à la fin, voilà, ça fait la bonne liaison entre l'organisation événementielle, tout ce que j'avais déjà fait au Brésil et tout ce que j'ai appris en cuisine. Et la crise, elle m'a fait beaucoup de défis, Là, je suis en plein apprentissage avec la crise Covid, parce que j'ai dû quand même changer un peu les stratégies de l'entreprise et les schémas voilà, que j'avais choisi depuis 2 ans en ouvrant une boutique. Donc, j'ai trouvé super, super cool la présentation de tout le monde. Je pense que c'est très enrichissant pour qu'on écoute un peu et on voit que l'entrepreneuriat, c'est pas si évident, c'est pas automatique et rapide comme on souhaite. Mais il faut persister, il faut voilà, être résilient. Génial, Sarah. Merci beaucoup. Et maintenant, tu as dit que tu es en train de préparer à manger. Qu'est-ce que tu prépares de bon? Profite et fais la publicité en même temps. Ouais, je suis en train de préparer des bobas de crevettes. C'est pour ça que j'étais en train de vous écouter et en même temps de commencer à faire des choses. Sinon, voilà. Le nom de votre marque, c'est quoi? C'est Sarah Lima Traiteur. D'accord, ok. Bon, super, merci pour profiter et échanger avec nous aussi votre expérience. Et le but, c'était justement de montrer que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc, et nous avons des forces. Exactement. C'était ça le but. Donc, merci pour votre contribution. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous. Et à la prochaine. À la prochaine. Gratidão.